Comment un empire colonial qui n'est plus que l'ombre de lui-même peut se métamorphoser pour devenir le deuxième plus grand au monde. C'est pourtant ce qui s'est passé pour la France entre 1848 et 1870, en à peine 20 ans. Alors plongeons ensemble dans cette histoire pour comprendre comment une telle transformation a bien pu avoir lieu. Alors regardons d'un peu plus près. En 1848, le tableau est assez clair. L'Empire français, ce sont des confettis, quelques îles, des comptoirs, un bout de littoral en Algérie, les restes d'une gloire passée. Et puis, moins de 70 ans après, à la veille de la Première Guerre mondiale, bam, c'est un colosse de 5 millions de kilomètres carrés. La question est vertigineuse. Comment un tel basculement a-t-il pu s'opérer? Eh bien, tout commence précisément dans cette période charnière qu'on va explorer. Pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte de 1848. Les possessions françaises d'outre-mer, ce sont vraiment les survivantes du premier grand empire, celui qui a été en grande partie perdu face aux Anglais. C'est un vieux système qui craque de partout. Et au cœur de ce vieux système, il y avait ce qu'on appelle le pacte colonial. L'idée, en gros, c'est un monopole total. Les colonies n'ont le droit de vendre leurs matières premières qu'à la France et elles sont obligées d'acheter les produits finis français. C'est un circuit fermé, pensé uniquement pour le profit de la métropole. Sauf que ce système est complètement à bout de souffle. Les idées de liberté de la Révolution de 1789 sont passées par là, la pression des abolitionnistes est de plus en plus forte, et puis il y a des raisons purement économiques. L'arrivée du sucre de betterave, par exemple, qui met à genoux l'économie des Antilles basée sur la canne à sucre. Des économistes commencent même à se demander si ces colonies ne coûtent pas plus cher qu'elles ne rapportent. Bref, le modèle est en crise. Et c'est dans ce contexte qu'éclate la Révolution de 1848 et que naît la Seconde République. Mais attention, au début, son impact sur l'Empire, ce n'est pas du tout une question d'expansion, c'est avant tout une révolution des idées, une révolution du droit. Et cette phrase symbolise à elle seule le changement le plus radical du nouveau régime, l'abolition, cette fois définitive, de l'esclavage. Une décision qui va bouleverser la vie dans toutes les possessions françaises. 250 000, ce n'est pas juste un chiffre, hein. Derrière, il y a la liberté concrète pour 250 000 de personnes aux Antilles, à La Réunion, au Sénégal. C'est tellement un tournant qu'un ancien esclave de Guadeloupe, Louise Mathieu, sera même élu député quelques mois plus tard, c'est dire. Pour l'Algérie, par contre, c'est beaucoup plus flou. La République la déclare territoire français. Elle y crée même des départements, comme en métropole. Mais en même temps, elle reste sous un régime militaire avec des lois particulières. C'est toute l'ambiguïté. Française sur le papier, mais coloniale dans la réalité. Un statut vraiment à part. Le vrai changement de cap, il arrive avec Louis-Napoléon Bonaparte, qui devient l'empereur Napoléon III. C'est vraiment sous son règne que l'expansion territoriale va démarrer en trombe, portée par sa vision personnelle d'une France qui doit rayonner dans le monde entier. Qu'est-ce qui le motive? D'abord, il y a cette obsession de rivaliser avec la Grande-Bretagne. Il veut aussi de nouvelles ressources pour l'industrie et bien sûr redonner du prestige à la France. Et pour y arriver, il va prendre 2 décisions clés. D'un côté, il lance une modernisation massive de la marine de guerre pour en faire un vrai outil de pouvoir. De l'autre, en 1861, il fait un truc très moderne. Il met fin au vieux pacte colonial et libéralise le commerce. Et les effets sont quasi immédiats. L'expansion se fait à l'échelle mondiale et à toute vitesse. On prend pied dans le Pacifique avec la Nouvelle-Calédonie, puis c'est le tour de l'Asie du Sud-Est, avec la prise de Saigon, qui est la première pierre de la future Indochine. D'un coup, le drapeau français flotte un peu partout. Et l'outil de cette ambition, le voilà. En 1870, grâce à cet effort de modernisation, la marine française est devenue la 2e plus puissante du monde. Juste derrière l'intouchable Royal Navy britannique, bien sûr, mais quand même. Sans cette flotte, cette expansion n'aurait tout simplement pas été possible. Mais l'aspect le plus fascinant, et de loin le plus personnel de la politique de Napoléon III, c'est ce qu'il imagine pour l'Algérie. Il ne la voit pas du tout comme une colonie classique. Il a une idée bien plus originale. Il faut vraiment prendre la mesure de cette phrase. C'est l'empereur lui-même qui se déclare empereur des Arabes. Il rêve d'un royaume arabe qui serait associé à la France, pas juste soumis. C'est une vision complètement à contre-courant de la logique coloniale de l'époque et qui va d'ailleurs hérisser les colons sur place. Et ce n'est pas que des mots. Pour mettre en œuvre ce rêve, il prend des mesures concrètes. Une loi protège les terres des tribus pour freiner l'appétit des colons. Une autre propose la citoyenneté française aux indigènes. Sauf qu'il y a un mais, et il est énorme. Pour devenir citoyen, il faut renoncer à son statut personnel, c'est-à-dire à la loi coranique. Résultat, c'est un échec quasi total. Moins de 30 personnes accepteront. L'intention y était peut-être, mais la méconnaissance des réalités a tout fait capoter. Alors, on arrive en 1870. L'empire de Napoléon III s'effondre. Quel est le bilan de cette politique coloniale? Disons que le tableau est pour le moins contrasté. Faisons les comptes. Côté succès, c'est indéniable. Le territoire colonial a triplé, le prestige international est au plus haut, notamment avec l'inauguration du canal de Suez, et l'influence française s'étend jusqu'en Chine et au Liban.
Mais côté échec, la liste est lourde aussi. Le fameux royaume arabe n'est jamais né, et surtout, l'aventure militaire catastrophique au Mexique a coûté très cher en argent et en prestige. Et puis, il y a ce paradoxe qui est peut-être le plus fou de toute cette histoire. Toute cette construction, toute cette expansion aux quatre coins du globe, eh bien, elle s'est faite sans que les Français ne s'y intéressent vraiment. C'est une affaire de quelques cercles, militaires, missionnaires, hommes d'affaires, mais l'opinion publique, elle, reste globalement indifférente. Ce qui nous amène à une dernière question, et pas des moindres. Si cet empire, qui va profondément marquer le siècle suivant, a été bâti comme ça, dans l'indifférence générale, presque par la seule volonté d'un empereur et de quelques groupes d'influence, quel héritage cela nous laisse-t-il ? C'est une question qui, aujourd'hui encore, continue de résonner.